Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire sur la lutte contre le blanchiment. Je me présente en quelques mots. Je suis Alexandre Silam, donc responsable de la filière gestion et finances d'entreprise chez Finance Innovation. Chez Finance Innovation, on accompagne des fintechs dans leur business développement, dans leur partenariat, également sur la partie levée de fonds. Et on organise aussi beaucoup d'événements majeurs sur l'année par des webinaires et sur des événements physiques. J'insiste et je profite de cette matinée pour parler du DAFD qui a lieu le 12 octobre prochain chez BPI, où on aura une thématique sur la sécurisation des directions financières, donc en lien avec la lutte aussi contre le blanchiment. Et on aura la chance d'avoir Comply Advantage sur cette journée pour parler des sécurisations des directions financières. Je vais rapidement passer la parole à Frédéric Bernard, Sales Product chez Comply Advantage. Merci à tous. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Bernard, spécialiste produit pour Comply Advantage. Alors en quelques mots, Comply Advantage a été fondé en 2014 sur la base d'un constat assez simple. Les solutions LCBFT disponibles sur le marché à l'époque ne correspondaient pas forcément aux besoins qui étaient énoncés par les intervenants du marché et donc ne permettait pas forcément de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et donc, les raisons invoquées à l'époque sont toujours d'actualité aujourd'hui pour certaines. On avait notamment l'intégration qui était souvent trop longue, laborieuse et donc coûteuse. Aussi une mauvaise qualité de la donnée concernant les solutions notamment de filtrage des tiers. Et enfin, un nombre toujours plus important de faux positifs. Donc, pour apporter une solution à ces problèmes, nous avons développé une solution de filtrage des transactions et de filtrage des tiers qui permettent de lutter efficacement d'une part contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Comply Advantage a aussi constitué une base de données propriétaire pour recenser donc l'ensemble des listes de sanctions, de surveillance, de personnes politiquement exposées, ainsi que de presse négative au niveau mondial. Désormais, Comply Advantage compte plus de 500 employés, avec plus de 1500 clients à travers plus de 80 pays, dont la France, qui est un marché prioritaire pour nous et où nous continuons à nous développer rapidement. Alors, bonjour, je suis Franck Menkian, Reg Sharp, donc Chief of Staff dans un cabinet de conseil en conformité réglementaire. Aujourd'hui, Reg Sharp accompagne les fintech auprès des autorités de contrôle et de supervision dans leur processus de transformation en établissement régulé, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit d'obtenir une licence pour les services liés à cette activité financière. C'est la mise aux normes de l'ensemble du corpus procédural et de gouvernance de cette organisation, de quelque taille qu'elle soit. C'est bien entendu, particulièrement relativement à la lutte contre le blanchiment qui va être le sujet aujourd'hui, c'est le suivi des exigences réglementaires et comment est-ce que ce dispositif peut être en permanence en adhérence avec cette réglementation. Et bien entendu, post-agrément, l'accompagnement dans la formation du dispositif et des personnes pour le reporting, pour toutes ces exigences qui se déclinent opérationnellement dans l'organisation. C'est bien entendu également l'accompagnement à la veille réglementaire qui est précisément le lien, le tunnel de communication entre ce socle réglementaire et votre organisation. Voilà, aujourd'hui, nous faisons évoluer nos pratiques vers, bien entendu, l'Europe et l'alignement de cette réglementation entre les États européens et plus précisément, on en parlera certainement avec l'un des copanélistes qui le représente, les actifs numériques et comment est-ce qu'aujourd'hui cette réglementation vient interagir, bien entendu, avec l'ensemble de ces prestataires. Donc bonjour à tous, Jules Puente-Castan, directeur général de Liber, et je suis accompagné aujourd'hui de Yorin Singh Prashan, notre Head of Compliance. Liber, c'est une plateforme d'échange pour crypto-monnaies qui a été fondée en 2021, qui vise à rendre l'investissement en crypto-actifs accessible à tous. Et notre produit sera sous forme d'application mobile.
On est régulé par l'autorité des marchés financiers en France en tant que prestataire de services sur actifs numériques depuis juin 2022. Et on lance enfin notre produit début octobre, après 2 ans de développement. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir enfin proposer nos services. Liber, ça a été créé pour la simple et bonne raison d'un point de vue réglementaire et aussi pour donner une vraie accessibilité à cet écosystème qui peut paraître compliqué à comprendre dans un premier lieu, mais qui, une fois bien expliqué et bien vulgarisé, n'est pas si compliqué que ça. C'est pour répondre à des plateformes trop complexes qui sont réservées à des utilisateurs avancés, voire des traders. C'est pour répondre aussi à des frais de courtage assez élevés sur le marché aujourd'hui. Et par-dessus tout, pour pour assurer nos utilisateurs de la sécurité de leurs fonds. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'être le référent en termes de sécurité sur le marché français et européen par la suite. C'est aussi d'être le premier pas dans la crypto pour les débutants et l'acolyte de tous les jours pour les plus avancés. Et c'est de démocratiser les cryptos pour les particuliers en mettant vraiment l'accent sur l'éducation et la sécurité, et de créer un outil efficace, facile et sécurisé pour tous. Et notre promesse aujourd'hui chez Liber, c'est la crypto à portée de nous. Voilà. Je laisse la parole du coup à Frédéric pour la suite. Merci Jules. Alors, on va vous parler maintenant du contexte macro et microéconomique. Et pour ma part, je vais vous donner notamment quelques chiffres. Donc, tout d'abord, il faut savoir bien évidemment que la criminalité financière reste un problème mondial majeur. L'ONU estimait par exemple que près de 2 milliards de dollars a été blanchi chaque année via le système financier mondial, et moins de 1% des biens sont saisis. Et tout comme le blanchiment d'argent, la fraude continue de croître et les criminels mettent en place des scénarios de plus en plus complexes à déjouer. En France, il existe pas forcément énormément de statistiques relatives au montant des activités de blanchiment au niveau national, mais Europol estimait par exemple qu'en 2021, 1,3% du PIB national était relatif à des transactions suspectes, ce qui représentait à peu près 30 milliards d'euros. En 2023, donc cette année, milieu d'année, Comply Advantage et Reg Sharp ont travaillé sur un rapport, le guide de la LCBFT, qui s'est basé sur une enquête mondiale qui a été menée par l'Institut de State of Finance Crime en 2022, basée sur 800 décideurs en matière de conformité. Cette étude très intéressante a mis en évidence des statistiques intéressantes, telles que donc, premièrement, une augmentation de déclarations d'opérations suspectes et de la criminalité financière, avec notamment 78% des établissements financiers français qui ont répondu qu'ils avaient déposé un plus grand nombre de déclarations d'opérations suspectes en 2022 qu'en 2021. Et ces institutions financières restaient pessimistes car elles ne pensaient pas que la situation s'améliorerait dans un avenir proche. Et pour 2023, 49% de ces entreprises interrogées se préparaient à une augmentation de la délinquance financière pour 2023. Et en conséquence, 97% des professionnels français de la conformité financière réévaluaient leur approche au risque. Deuxièmement, on avait aussi noté des difficultés à faire évoluer les solutions existantes. Donc, 41% des entreprises françaises interrogées ont souligné la transformation numérique des systèmes existants comme leur plus grand défi de conformité. Et environ 40% ont répondu que la mise à niveau des systèmes existants et de la détection de la fraude serait l'un des principaux domaines dans lesquels ils pourraient s'améliorer en 2023. Et enfin, en troisième point, on avait noté la difficulté à suivre l'évolution des exigences réglementaires, avec notamment 48% des sondés qui citaient la connaissance de la réglementation comme le domaine dans lequel la fonction de conformité serait la plus à risque lors d'un audit. Donc, tout ça a mis en lumière plusieurs challenges dans l'industrie. Tout d'abord, des problèmes de performance, notamment liés à des volumes de données qui sont en croissance permanente. On va y revenir, mais il y a notamment le fait qu'il y ait de plus en plus de données demandées au niveau réglementaire, avec
entre autres un besoin d'auditabilité qui peut aller jusqu'à 7 ans, des systèmes qui sont obsolètes parfois, avec certaines entreprises qui reposent toujours sur des systèmes vieillissants qui ne sont plus forcément adaptés aux besoins actuels et encore moins à ceux de demain. Donc sans possibilité d'automatisation aussi parfois, et reposant notamment sur des outils comme par exemple Excel, qui peuvent aussi poser la question de l'auditabilité. On a vu aussi des scénarios de fraude et de blanchiment d'argent qui sont de plus en plus complexes. Les criminels financiers élaborent des scénarios de plus en plus difficiles finalement à détecter, avec la mise en place de réseaux, des méthodes d'arnaque telles que la fraude au paiement autorisé, la prise de contrôle de compte. Et pour améliorer ces méthodes, ils se basent justement sur les nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle générative aussi. Et on voit aussi certains marchés qui peuvent être opaques, où les entreprises ont du mal à accéder aux informations, et notamment à retracer l'ensemble de la chaîne des transactions. On peut citer par exemple les crypto-monnaies, par exemple. Et enfin, des réglementations donc, qui évoluent constamment. Donc, Reg Sharp en parlera mieux que moi, mais la fréquence des mises à jour de la réglementation, associée aussi aux nouvelles réglementations qui viennent en application, mettent de plus en plus de pression, et une pression qui est constante sur les entreprises, avec à la clé des potentielles sanctions pénales et pécuniaires, donc si elles ne s'y conforment pas. Je laisse la parole à Franck. Merci Frédéric. Donc effectivement, Frédéric le décrit très bien, c'est à la fois un terrain de jeu mondial face auquel nous devons, je dirais, activement et collectivement jouer en contre-mesure. Et c'est véritablement la nécessité d'abord de définir et de cadrer cette lutte comme étant un double objectif finalement, prévenir les activités donc criminelles, bien entendu en les privant de fonds, et d'autre part assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique et financier. Alors le secteur financier est véritablement le premier secteur qui a été impacté, ou qui est le vecteur bien entendu de blanchiment et d'utilisation de canal pour le financement et la réutilisation des fonds liés au blanchiment. En revanche, et c'est ce que va montrer cette frise évolutive de la réglementation, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'empilement, mais il va falloir parler de conjugaison de réglementation et de dispositifs qui prennent tout leur sens en termes de dynamique à partir de la 4e directive que l'on voit ici en 2015, après maintenant presque une dizaine d'années, de la mise en place d'un dispositif dynamique donc, qui va rapidement élargir au-delà du secteur financier et de manière plus intense à travers les différentes activités, une approche par les risques qui permettra justement de cadrer ce dispositif d'une manière beaucoup plus évolutive et beaucoup plus agile face aux nouvelles pratiques et aux utilisations frauduleuses du système financier en tant que tel. Alors, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, on a les impacts et on peut utiliser ce dispositif par adhérence? Alors, d'abord, un élargissement sectoriel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur financier n'est plus le seul secteur impacté par le cadre et la mise en place de cette réglementation. Il s'agit également du secteur immobilier, du secteur de l'expertise comptable. Bien entendu, chacun à son niveau, dans une certaine mesure et dans une certaine profondeur de mise en place de dispositifs. En revanche, ce cadre d'approche par les risques reste le même. Véritablement, il y a une approche dynamique d'adhérence avec la réglementation en posant un socle multidimensionnel et multiaxial, solide, cohérent, qui va déterminer une méthodologie et ensuite un programme de compliance qui devra en permanence adhérer et être véritablement réactif
face bien entendu, aux fraudes que l'on observe. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? Il va s'agir d'identifier, d'analyser les risques. C'est l'approche par les risques. Il va s'agir, bien entendu, d'être en mesure d'avoir une qualification de ces services et en fonction de ces services-là, de pouvoir mettre en place une classification des risques, classification à partir de laquelle tout le diagnostic et tout votre dispositif devra être challengé en permanence face aux événements et donc à la nature de votre client, au suivi des transactions et effectivement à l'intégration progressive du nombre de comportements transactionnels dont les outils, et c'est là où effectivement il y a des adhérences aussi bien au niveau des outils que des pratiques, avec bien entendu les affaires. Donc là, c'est un socle, et c'est bien entendu ce socle qui se décline dans une forme de granularité qui va bien entendu impacter les différents acteurs, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, typiquement sur l'activité des prestataires de services sur actifs numériques, et décliner par exemple un dispositif qui s'appliquait dans un schéma financier et qui va s'appliquer aujourd'hui aux acteurs du numérique par tout simplement l'intégration d'un dispositif complexe et d'une formation de l'ensemble des opérateurs liés à ce dispositif. Et c'est comme cela que typiquement, on va trouver des granularités dans la mise en place de ce dispositif qui vont être beaucoup plus présentes et beaucoup plus en adhérence avec le marché par le durcissement et la densification de la réglementation, autant au niveau européen que national, et qui est le véritable enjeu opérationnel et financier pour les assujettis, par l'augmentation de leurs coûts et l'augmentation du dispositif à mettre en place et dans son dynamisme face à cette réglementation. Je t'en prie, Jules. Merci Franck. Alors oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se retrouve pas nécessairement limité, mais contraint à se soumettre à beaucoup de choses pour pouvoir prester aujourd'hui. C'est sûr que nous, en 2021, à l'origine, le seul et unique objectif qu'on avait, voilà, c'était vraiment de faire grossir le marché crypto, de favoriser son adoption. Et on est arrivé dans un monde, dans la crypto en tout cas, qui n'était pas du tout réglementé. On est vraiment arrivé au début de tout ça. Et il est vrai qu'on avait un peu négligé cet aspect réglementaire à l'époque, et on s'est très rapidement rendu compte que cet aspect réglementaire allait vraiment devenir le cœur de notre produit aujourd'hui, sans oublier évidemment l'objectif que nous avions au départ. Et on s'est très bien entouré, et on nous a très rapidement expliqué aussi que pour évoluer dans cet écosystème, il fallait se soumettre aux régulateurs et à toutes les obligations réglementaires qui tombaient sur notre secteur. Donc on est devenu PSAN très rapidement, c'est un bien grand mot, en juin 2022, après près d'un an d'instruction de dossier. Et c'est sûr que depuis 2022, on a vu une évolution de la réglementation en France notamment, très rapide et très drastique. Et c'est ça qui n'a pas été évident. Donc on a vu l'arrivée de l'agrément PSAN, qui est le niveau 2 de la licence qu'on a actuellement. Et on se prépare aussi d'ores et déjà au framework européen, donc MiCA, Market in Crypto Assets, qui va arriver pour 2025-2026. Tout ça, c'est évidemment dans une volonté de restaurer une confiance qui a beaucoup été abîmée en raison des événements sur ces derniers mois, en tout cas dans notre écosystème. Mais c'est surtout en fait de garantir à nos utilisateurs un des produits les plus sécurisés du marché aujourd'hui. Et on est capable aujourd'hui, en tout cas chez Liber, de répondre à la constante évolution de la réglementation, parce que c'est vraiment un challenge réglementaire assez monstrueux auquel on ne s'était pas nécessairement préparé. Comme je le disais, on était vraiment à des années-lumière de tout ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, ce challenge réglementaire, il se divise pour moi en tout cas en 4 gros événements. Le premier, c'est un challenge de coût, parce que de se soumettre aux réglementations, tout d'abord, il faut être capable de se les offrir, ces licences. Ça a un certain coût. Et puis, il y a énormément de frais joints, tout ça, des frais d'avocat, etc.
C'est un challenge aussi d'effectifs. Vous pouvez avoir les meilleurs avocats et tous les fonds du monde. Si vous n'avez pas le personnel qualifié en interne pour répondre aux régulateurs, c'est très compliqué aussi. C'est un challenge de développement parce qu'il faut être capable de développer en interne avec les prestataires par lesquels on passe pour se mettre en conformité. Il faut être capable de développer tout ça en interne et c'est pas évident de trouver des gens qui sont à la fois qualifiés dans le développement de manière générale, mais qui ont aussi les capacités pour, on va dire, remettre tout ça dans un contexte de conformité, de mise en conformité d'une société. Et au-delà de ça, c'est vraiment un challenge de temps parce qu'on s'est rendu compte que de bout à bout, de faire un dossier et d'obtenir la licence, c'est des mises en place de procédures en interne, de modes opératoires qui sont très longs, qui prennent énormément de temps. Et c'est pas un temps que tout le monde a dans un marché comme la crypto dans lequel tout va relativement très vite. Et on est très ralenti aujourd'hui par le régulateur. Heureusement, on a la chance aujourd'hui de s'entourer de très bons prestataires qui, de par leur rapidité d'exécution, nous enlèvent vraiment en fait une épine dans le pied. Et grâce à leurs compétences, ils nous permettent vraiment de gagner du temps, d'optimiser énormément nos processus opérationnels. Et par-dessus tout, c'est dans l'optique de répondre aux attentes réglementaires des régulateurs, en tout cas en France par l'AMF et par la CPR. Donc, c'est vraiment pas évident de trouver les solutions à tout ça parce que c'est des schémas qui sont très complexes et les solutions à tout ça, il n'y en a pas 36 000. Et on a de la chance aujourd'hui d'être très bien entouré pour pouvoir enfin sortir notre produit d'ici peu. Voilà. Je laisse la parole du coup à Franck pour rebondir dessus. Alors, je pense que Franck a eu un petit souci technique, il va se reconnecter, donc peut-être que je vais prendre la parole en l'attendant. Donc, on va parler maintenant justement des solutions que l'on peut mettre en place. Et donc, afin de faire face efficacement au challenge que nous avons justement évoqué et prévenir les risques de sanctions et d'amendes de la part des autorités, comme va l'évoquer par la suite Franck, il existe différentes solutions. Bien évidemment, elles sont, certaines peuvent être assez limitées, mais il y a quand même pas mal d'options qui peuvent s'offrir aux entreprises que l'on peut approcher sous, on va dire, deux grands angles. Les données d'une part et les technologies d'autre part. Bien évidemment, il y a d'autres aspects, mais je vais m'attacher surtout à ces deux parties. Donc, en ce qui concerne les données, d'un point de vue général, ce que l'on peut considérer en quelque sorte comme des prérequis, c'est bien évidemment avoir des données centralisées qui permettent d'assurer une consistance au niveau de l'entreprise des différentes données qui peuvent venir de différents départements, par exemple, et d'avoir des données homogènes au sein de l'entreprise. Avoir aussi des données de bonne qualité pour réduire les erreurs potentielles en termes d'analyse, mais aussi en termes de résultats, parce que ces données vont être utilisées, encore une fois, par différentes équipes, par différentes solutions, et il faut s'assurer que, justement, elles soient de bonne qualité pour avoir de bons résultats en sortie. Et enfin, des données traçables, on l'a déjà évoqué auparavant, mais il faut être capable justement à travers le temps de conserver ces informations à des fins d'audit, notamment au niveau des régulateurs, mais aussi en audit interne. En matière de LCBFT, en ce qui concerne le filtrage des tiers notamment, on peut évoquer justement le besoin d'avoir une base de données mondiale centralisée, comprenant l'ensemble des listes de sanctions, de surveillance, de personnes politiquement exposées ou encore de presse négative pour identifier rapidement et efficacement les entités sensibles ou sous sanction. Bien évidemment, avoir une couverture mondiale, car les individus voyagent et les entreprises font du business à l'étranger. Donc, il ne s'agit pas simplement de regarder sur un petit périmètre, mais aussi s'assurer de l'ensemble des informations qui sont disponibles.
Ces informations doivent aussi être mises à jour en continu, car une personne peut ne pas être présente dans une liste à un instant T, mais l'être le lendemain. Donc, être capable finalement de le capter quasiment en temps réel et de prendre les actions nécessaires aussi quasiment en temps réel. Au niveau de la LCBFT et de la fraude, lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme, on va évoquer le filtrage justement des transactions. Et là, le besoin d'avoir un usage de données potentiellement externe, car les entreprises n'ont pas forcément toutes les informations nécessaires pour détecter la fraude, lutte contre le blanchiment, etc. Donc, il faut peut-être faire aussi parfois appel à des fournisseurs de données externes. Donc, la capacité des solutions à pouvoir s'intégrer avec des fournisseurs de données externes si ces informations ne sont pas disponibles, comme par exemple des référentiels, des listes externes, ou encore une fois dans le domaine de la crypto-monnaie pour retracer l'ensemble des transactions d'une blockchain, par exemple. Et aussi, bien évidemment, des données complètes et de bonne qualité, comme je l'ai évoqué précédemment, pour éviter les biais au niveau des règles et des modèles de détection de la fraude ou lutte anti-blanchiment, comme évoqué. Au niveau des technologies maintenant, donc d'un point de vue général, il faut bien évidemment que les solutions aient cette capacité à s'intégrer et à automatiser les processus. Donc s'intégrer pleinement à l'écosystème des entreprises avec des systèmes tels que vérification d'identité, des CRM ou des outils transactionnels, donc via l'utilisation notamment de technologies d'API, de webhook aussi pour renvoyer les informations vers les systèmes de l'entreprise et donc ainsi avoir une automatisation complète de la chaîne de traitement depuis l'ingestion des données à travers tout le processus de traitement, notamment lancer des règles pour générer les alertes, pour les remédier et ensuite pour envoyer le message retour vers les systèmes pour prendre les actions rapidement. La capacité aussi, toujours de ce point de vue général, d'adaptation aux besoins. On l'a vu précédemment, on va le revoir aussi, notamment avec Franck. Les règles qui changent en permanence, les réglementations, pardon, mais donc du coup les règles aussi, qui changent en permanence. Donc il faut une solution qui soit adaptée aux besoins d'aujourd'hui, mais qui puisse aussi prendre en compte les besoins de demain. Il ne s'agit pas de changer en permanence de solution. Il faut justement être capable de faire évoluer ces solutions. Et un environnement aussi qui change, avec des méthodes notamment des criminels qui se complexifient et qui utilisent des nouvelles technologies, donc aussi être capable d'utiliser aussi ces nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle avec du machine learning, natural language processing, qu'on va justement énumérés dans la partie justement filtrage des tiers. Donc les solutions de filtrage des tiers au niveau de la technologie utilisée, donc des algorithmes de recherche et de correspondance qui permettent justement un rapprochement plus efficace et plus rapide en se basant notamment sur différents paramètres comme le pays, la date de naissance ou d'incorporation d'une entreprise, mais aussi différents profils de recherche qui permettent d'adopter une approche par le risque, justement définie par l'entreprise. Et au niveau de la presse négative, toujours pour le filtrage des tiers, on peut utiliser des nouvelles technologies comme par exemple le Natural Language Processing et des modèles de correspondance avancés qui permettent l'analyse rapide et automatisée des articles. On analyse jusqu'à plus de 8 millions d'articles par jour et qui permettent rapidement d'identifier les informations clés dans chaque article, les parties prenantes avec les victimes, les agresseurs, le lieu, la date et le contexte. S'assurer qu'il s'agit bien d'une information négative. Et par là, on n'entend pas simplement identifier des mots-clés qui peuvent être négatifs, mais bien comprendre le contexte et s'assurer qu'il s'agit bien d'un contexte négatif et pas simplement de mots sortis de leur contexte. Et enfin, le filtrage des transactions, donc comment on peut appliquer ces nouvelles technologies.
au filtrage des transactions, tout d'abord, avoir une bibliothèque de règles de lutte contre le blanchiment et de la fraude pour mieux anticiper les nouveaux modèles. Donc, il est important de s'appuyer justement sur une bibliothèque où les règles sont robustes, fiables et éprouvées, et aussi qui s'appuie justement sur les meilleures pratiques du secteur, avec entre autres les retours des clients, mais aussi d'experts dans l'industrie. Et la flexibilité de pouvoir créer par-dessus cela des règles personnalisées. En ce qui concerne les méthodes les plus complexes, justement, utiliser des modèles de détection avancés de la fraude et du blanchiment qui peuvent se baser justement sur l'intelligence artificielle et notamment des modèles d'apprentissage automatique, du machine learning, qui permet justement de se baser sur des données historiques et de pouvoir s'améliorer en continu, de pouvoir se recalibrer en continu grâce à l'apport d'informations nouvelles en permanence, mais aussi via les actions qui sont effectuées par les opérateurs lorsqu'ils remédient les alertes. Et donc, du coup, ces modèles apprennent pour justement être de plus en plus efficaces et de plus en plus alignés avec les besoins et les interprétations aussi des opérateurs. Associé à ça, on va avoir toute la partie analytique avec des tableaux de bord justement qui vont permettre de suivre l'activité au sein de l'entreprise avec les différentes équipes qui vont travailler sur la remédiation des alertes. Donc, voir s'il y a potentiellement des backlogs, là où il y a il peut y avoir des soucis, et notamment associé à ça, des outils d'analyse sur la performance des règles mises en place, des scénarios, vérifier que justement ces scénarios sont adaptés, ne génèrent pas trop de faux positifs, et si tel est le cas, justement pouvoir les identifier pour modifier soit la règle avec la logique ou le modèle, soit aussi modifier les paramètres, les adapter. Et enfin, un outil de priorisation des alertes, toujours en parlant de ce côté opérationnel. Là aussi, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut aider, avec notamment justement du machine learning qui va permettre de créer des modèles pour prioriser les alertes, et ce, grâce à des données historiques, grâce à des critères définis par les entreprises. Et ces modèles vont apprendre, encore une fois, des actions effectuées par les opérateurs, donc en fonction de la remédiation, de la classification des alertes, si elles sont effectivement liées à des activités suspicieuses ou non, pouvoir justement recalibrer encore une fois ce modèle pour avoir uniquement les opérations les plus critiques qui sont traitées en priorité. Donc, en conclusion, il s'agit effectivement d'un travail d'équipe où, d'une part, les entreprises ne peuvent pas tout faire toutes seules. Donc, il est important de pouvoir s'associer pour ces entreprises à des partenaires spécialisés qui peuvent fournir des outils performants et évolutifs. Mais il est aussi important que ces partenaires fournissent des solutions qui s'intègrent facilement et rapidement dans l'écosystème en place, et notamment grâce à des API, tout en assurant des hauts standards de sécurité avec notamment des certifications comme ISO 27001 ou SOC 2 ou encore également RGPD. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole à Jules. Non, Frédéric, ça ne te dérange pas, je vais reprendre la main. Bonjour à tous. Franck a un petit souci de connexion, donc je vais reprendre la main pour cette partie 2. Donc, en parallèle de ce qu'a dit Frédéric, ce qu'on voulait également évoquer, suite donc à ces évolutions réglementaires, cette densification du socle européen, puis du socle national, c'est de pouvoir voir, on va dire assez rapidement, qu'est-ce qui permet aujourd'hui une mise en œuvre opérationnelle efficace d'un dispositif LCBFT. Donc, comme vous pouvez le voir sur la présentation, aujourd'hui, sans nul doute, vous devez le savoir, le dispositif LCBFT, il va se traduire dans un premier temps donc, par un corpus procédural qui doit être robuste et qui est basé donc, sur une approche par les risques. Ce corpus procédural, il va répondre donc, à toutes les réglementations que l'on connaît aujourd'hui, donc les différentes directives, règlements, notamment pour la partie PSAN, et les différentes réglementations au niveau national.
Ce par quoi il faut absolument passer, c'est donc une identification des risques que va représenter les différentes offres et services que vont proposer les assujettis. Donc les risques BCFT, auxquels sont exposés l'activité qui est proposée, qu'on soit sur les services de paiement, sur les services de cryptoactifs. Et ensuite, on va également identifier les risques BCFT qui seront intrinsèques également à tout ce qui va être la clientèle rencontrée par ces mêmes assujettis. Donc là, l'objectif, ça va être de pouvoir identifier avec quel type de personnes on entre en relation d'affaires. Est-ce qu'on entre en relation d'affaires avec des personnes morales, des personnes physiques, puisque les risques ne sont pas toujours les mêmes. Également, le canal d'entrée en relation d'affaires. Est-ce qu'on entre en relation en distance ou en présentiel? Là encore, les risques de BCFT sont différents. Donc, tout ça va passer par la mise en place de ce qu'on appelle une classification des risques, qui permet donc, au moment de l'entrée en relation d'affaires, d'identifier quels risques sont remplis par les clients rencontrés. Et ensuite, la mise en place donc, de ce qu'on appelle, on va dire, les processus KYC, donc toute la connaissance client, qui va viser à gérer les risques tout au long de la relation d'affaires lorsque cette dernière sera validée. Donc, c'est un point central, cette connaissance client, puisqu'elle permet vraiment donc, de gérer les risques au quotidien. Elle est complétée par tout ce qui va être le dispositif de vigilance constante, et donc à cela qui va se traduire par la mise en place d'outils, donc les mêmes outils auxquels faisait référence Frédéric donc juste avant. Donc là, la connaissance client, elle va être complétée tout simplement par les outils de filtrage pour la détection des personnes politiquement exposées, mais également des personnes sous gel des avoirs, et également par la mise en place d'outils de surveillance donc sur les flux, avec la mise en place de seuils de significativité qui doivent permettre de détecter tout comportement atypique, donc qui dépasse les seuils définis, qui n'est pas ce que l'on pouvait attendre tout simplement de la part des clients en question. Donc ces outils, ils doivent faire l'objet d'un paramétrage qui est adéquat. Donc, quand on va parler de tout ce qui est détection des personnes politiquement exposées ou des personnes sous liste de sanctions, on va notamment parler de tout ce qui est taux de concordance afin d'avoir un outil qui ne génère pas trop de faux positifs, qu'on puisse repérer facilement les cas d'homonymie et les traiter, par exemple. Pouvoir détecter donc tout ce qui est personnes sous gel des avoirs, puisque là-dessus, réglementairement parlant, on est sur une obligation de résultat. Les assujettis doivent vraiment pouvoir détecter à tout moment, dès l'entrée en relation d'affaires et durant celle-ci, toute personne qui tomberait sous le gel des avoirs afin de prendre les mesures adéquates. Et sur la partie surveillance des flux, là encore, les outils doivent être correctement paramétrés avec des seuils qui seront adaptés justement à l'activité qui est proposée par les assujettis et les comportements qui pourraient être détectés comme déviants de ce qui peut être attendu. Donc, ce dispositif LCBFT, donc, comme vous l'aurez compris, qui est d'abord fait via ce corpus procédural, puis qui est mis en place opérationnellement parlant via les outils, est complété et doit être complété par la prise en compte des attentes du régulateur. Donc, aujourd'hui, les régulateurs tels que la CPR ou l'AMF prononcent des sanctions régulièrement par rapport justement à des audits qui ont été opérés sur le dispositif LCBFT. On voit souvent revenir les mêmes carences, si je puis dire, dans les dispositifs. Ça peut être lié à un manque de personnel, donc à un manque de moyens humains qui ne permet pas de répondre dans les temps aux obligations réglementaires sur la détection, par exemple, des personnes sous gel des avoirs. Ça peut être aussi, par rapport à ce qu'on disait sur la connaissance client, une mauvaise entrée en relation d'affaires, donc des processus KYC qui sont incomplets, qui laissent passer des cas d'usurpation d'identité ou alors tout simplement des processus qui ne sont pas menés jusqu'au bout, la connaissance client est mauvaise et on gère mal le risque que représente le client pendant la relation d'affaires. Donc, ces sanctions qui sont prononcées aujourd'hui par les régulateurs, elles doivent vraiment être une source en fait, d'informations pour les assujettis pour se rendre compte notamment des carences qui peuvent exister et y pallier, si nécessaire, dans leur propre organisme s'ils détectent que les mêmes carences sont présentes. Le but, c'est de vraiment adapter le dispositif LCBFT, qui est un dispositif qui va être vivant. Il n'est absolument pas figé dans le temps, bien entendu. Tout ce qui est mis en place à un instant T est voué à évoluer, soit de par la réglementation, soit de par de nouveaux risques ou de nouveaux services qui sont proposés au fur et à mesure du temps.
Il faut également tenir compte donc, de tout ce qui va être la doctrine qui est rédigée par ces mêmes régulateurs, donc en collaboration avec Tracfin ou encore la Direction générale du Trésor. Aujourd'hui, on trouve des guidelines sur tout ce qui est entrée en relation d'affaires, sur les PPE, sur tout ce qui va être mettre en place le dispositif de gel des avoirs. Ces sources-là, elles sont mises à jour régulièrement, donc elles complètent et viennent interpréter d'une certaine façon un peu plus opérationnellement parlant ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau européen et au niveau national. À cela, donc, s'ajoute forcément la veille réglementaire classique, mais surtout, tous ces points que je viens d'énoncer ne sont rien si derrière l'assujetti ne met pas en place donc, ce qu'on appelle la formation continue. Donc ici, en matière de LCBFT, chaque assujetti doit assurer la bonne formation de tous les collaborateurs qui ont un lien plus ou moins proche avec la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette formation, elle est à minima faite de façon annuelle, mais de par tout ce qu'on vient de voir et par l'évolution en fait constante de la réglementation, une veille doit être faite pour que toute nouveauté qui touche le milieu puisse être enseignée en quelque sorte à l'équipe. Ça assure en fait la cohérence du dispositif et en fait l'opérabilité, l'effectivité du dispositif tout entier. Donc avec ces différentes strates, on peut voir que si on met en place un corpus qui est cohérent, qui s'adapte vraiment à tous les risques que peut rencontrer l'établissement, que l'assujetti met en sorte de mettre et les moyens humains et les moyens techniques pour gérer les risques identifiés et prend en compte, en plus de cela, les attentes du régulateur, on arrive normalement sur un dispositif qui est cohérent, avec lequel on peut s'assurer d'une certaine effectivité qui permettra de répondre aux différentes obligations réglementaires. Je propose de passer la main à Jules. Merci Justine, je vais prendre la main. Yorine Saint-Franchian, Head of Compliance for Labour, et donc je suis en charge du bon respect de la réglementation bancaire et notamment de nos obligations en matière de LCBFT qui est notre sujet aujourd'hui. Effectivement, comme évoqué précédemment, dans un contexte en constante évolution, tant au niveau réglementaire qu'au niveau nouvelles technologies, LIBOR, donc nous, a pour objectif la protection de la clientèle, le respect du maintien de la stabilité financière, ainsi que la protection de l'écosystème des cryptoactifs, tout en acquérant de bons réflexes et la prise de bonnes décisions. Le challenge aujourd'hui, c'est d'allier réglementation bancaire, tant nationale qu'européenne, en matière d'actifs numériques, et la nouvelle technologie, afin de répondre conformément aux attentes des autorités compétentes. Le législateur a soumis à la réglementation LCBFT les professions qui sont particulièrement exposées au risque de blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, notamment dans le secteur financier et des actifs numériques. LIBOR, en qualité de prestataire fournissant des actifs numériques, est donc assujetti à la réglementation LCBFT. Pour ce faire, au niveau de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, LIBOR a mis en place plusieurs dispositifs, notamment dès l'entrée en relation d'affaires, tout au long de la relation d'affaires et jusqu'à la fin de la relation d'affaires. Dès l'entrée en relation d'affaires, LIBOR effectue la connaissance client, c'est-à-dire la phase d'onboarding. Et par ailleurs, nous effectuons le criblage de la base tiers, car pour rappel, nous sommes soumis aussi à une obligation de détection de personnes politiquement exposées, des proches des personnes politiquement exposées, et surtout veiller au respect des mesures restrictives nationales, européennes et internationales. En outre, indépendamment de la phase de contrôle réglementaire de la connaissance du client, le fait de connaître son client est primordial pour LIBOR afin de fournir au mieux ses services à ses clients. Concernant le contrôle tout au long de la relation d'affaires, LIBOR a mis en place des outils permettant l'optimisation des traitements des alertes et de ce fait, nous avons mis en place des moyens techniques et humains afin de répondre aux exigences LCBFT, notamment en matière de respect des mesures restrictives, gel des avoirs, d'opérations suspectes, détecter des circuits bancaires complexes, de fraude, d'évasion fiscale, etc. Par conséquent,
nous nous conformons aux obligations suivantes, c'est-à-dire par la mise en place d'un système d'évaluation et de gestion de risques pour identifier, évaluer, classifier et gérer les risques auxquels Liber est exposé. Précisément, il s'agit de la mise en œuvre d'un dispositif proportionné à notre taille et à notre exposition face au risque de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Tout ceci dans le but de garantir l'efficacité de notre dispositif LCBFT. De ce fait, Liber a également mis en place une organisation interne robuste, adaptée à la taille de sa structure, telle qu'un responsable LCBFT, un déclarant TRACFIN et la mise en place d'une formation LCBFT à son personnel. Ensuite, nous nous conformons également aux obligations de vigilance par l'identification et la vérification de l'identité du client, ainsi que vérifier la cohérence des opérations effectuées. Liber est également soucieuse par la mise en œuvre des sanctions économiques nationales, européennes et internationales, c'est-à-dire par les mesures de sanctions embargo et de gel des avoirs. Cela signifie que, par rapport au gel des avoirs, cela signifie qu'avant toute opération, nous devons nous assurer que le client et le cas échéant le bénéficiaire effectif de la transaction ne sont pas visés par une sanction économique. Et à ce titre, ce sont des sujets importants pour Liber, car nous avons des obligations de résultat. À noter, bien entendu, que toute opération suspecte, après une analyse approfondie, doivent être déclarées auprès de la cellule de renseignement TRACFIN. Voilà, je laisse la parole à Franck. En l'occurrence, pardonnez-moi, j'ai eu un problème de connexion, mais c'est Frédéric qui va poursuivre et je prendrai la parole ensuite. Merci. Merci, Yorin. Alors, maintenant, on va passer à la partie conclusion. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne Comply Advantage, notre objectif donc pour nos clients est de les aider d'une part à réduire significativement les pertes liées à la fraude et au blanchiment d'argent ainsi qu'au financement du terrorisme, mais aussi, comme on l'a vu, réduire le nombre de faux positifs, et par conséquent leur backlog, ce qui permet ainsi une optimisation opérationnelle des processus, mais aussi des ressources. Et enfin, réduire les coûts d'infrastructure, de maintenance et d'innovation grâce à une solution que nous proposons en SaaS qui permet une évolution constante et rapide de ces solutions. Donc, comme on l'a vu, l'humain reste critique à la prise de décision finale et les technologies sont là justement pour les assister à prendre ces décisions. Ainsi, nous restons à l'écoute de nos clients pour améliorer constamment nos solutions et s'assurer qu'elles répondent efficacement aux besoins de chaque type d'utilisateur. Franck, je te laisse la main. Très bien, merci. Pardonnez-moi encore de cette interruption de l'image et du son, indépendant de ma volonté. Donc, merci. Alors, effectivement, nous, sur la partie réglementaire, nous devons d'être très attentifs sur l'utilisation de ces outils et la mesure dans laquelle ils viennent prendre la place de l'humain, comme l'a rappelé Frédéric, et où, au contraire, ils doivent être complétés dans le dispositif d'une intervention humaine, que ce soit dans les différents niveaux ou que ce soit, et c'est l'ACPR qui l'indique elle-même dans un certain nombre de documents liés à ces outils et l'IA que les outils peuvent mettre en place, c'est véritablement d'évaluer le dispositif lui-même sur la base d'un axe d'appréciation qui est représenté ici par cette étoile, le traitement des données, la performance, la stabilité à travers le temps de l'utilisation de ces modèles et bien entendu leur explicabilité. Alors pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne doit pas nous priver ni nous faire oublier que nous sommes dans un dispositif réglementaire qui doit être bien entendu conforme et qui doit être lui-même auditable. Et c'est en cela qu'il est très important en permanence garder à l'esprit que ces outils doivent être eux-mêmes, de par les obligations que nous avons en termes de moyens ou en termes de résultats,
être explicable, avoir une stabilité dans le traitement, typiquement de la régression ou de la prédiction des modèles, et bien entendu être nourri, comme en a parlé en introduction Frédéric, des erreurs faux positifs, mais également faux négatifs, qui là sont plus graves vis-à-vis des obligations de moyens mis en œuvre et de résultats. Donc, véritablement, en permanence, se poser la question de ce contrôle interne qui lui-même doit agir sur ces outils et bien entendu pour rester en conformité avec cette réglementation. Effectivement, après avoir évoqué le contrôle interne, c'est pour s'assurer, comme a évoqué Franck, s'assurer du bon fonctionnement du dispositif LCBFT au sein de chaque entreprise, et notamment chez Liber. Et pourquoi nous faisons un contrôle donc, de 3e niveau? C'est que nous avons besoin d'un vue d'ensemble, et l'objectif reste de protéger au maximum l'intérêt de nos clients, les fonds des clients et l'intégrité et la manipulation du marché en toute transparence. Et afin de garantir au mieux la sécurité des fonds et satisfaire au mieux l'intérêt du client tout en contribuant à la réglementation bancaire, donc Liber utilise des outils technologiques permettant de faciliter la collecte, le traitement et l'analyse des données qui nous aident à identifier et gérer les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme de manière rapide et plus efficace grâce à l'intelligence artificielle. En conclusion, le fin mot pour Liber, c'est d'être soucieux d'un strict respect réglementaire qui contribue au maintien de la stabilité financière, à la protection de l'écosystème des crypto-actifs dans l'intérêt de nos clients. Et ce sont ces objectifs de Liber qui donneront une pleine confiance aux clients quant à notre capacité à être leur solution d'investissement comme acteur d'une économie saine. Ok. Très bien. Je crois que nous avons couvert l'ensemble des points que nous souhaitions couvrir. Je pense que maintenant, nous avions prévu quelques minutes pour des questions complémentaires que vous pouvez nous faire passer dans le chat. Alors, je vois notamment qu'il y a une question peut-être plus pour Yorin et Jules. Êtes-vous soumis à l'arrêté du 3 novembre 2014? Bien sûr, puisque nous avons mis en place 3 niveaux de contrôle. Le premier au niveau des opérationnels, le deuxième au niveau de la maîtrise, et le troisième niveau, le contrôle audit et le contrôle périodique et l'audit. Et de toute façon, de manière générale, tout acteur financier est assujetti à l'arrêté du 3 novembre 2014 qui est relatif au contrôle interne. Tout à fait. Autre question? Je vais reprendre les questions. Donc, j'ai une question de Anne-Laure Caterino. Qu'en est-il des cabinets de gestion de patrimoine et de conseil financier pour optimiser la fiscalisation et les investissements pour épargner et constituer une retraite complémentaire? Alors, la profession qui est mentionnée dans la question est une profession qui est réglementée également et qui donc, alors, dans le cadre plus particulier de notre échange d'aujourd'hui, est bien entendu soumise également à l'ensemble de ce dispositif et précisément comme l'ont précisé mes co-panélistes aujourd'hui, bien entendu, dès l'entrée en relation, dès le suivi de donc cette
collecte de l'épargne et bien entendu son allocation en termes d'actifs pour potentiellement, en sortie également, ne pas avoir affaire à du financement du terrorisme. Donc de la même manière, Je crois qu'on a perdu Franck. On a perdu Franck. Je vais passer sur une autre question, il reviendra juste après. Qu'est-ce qu'un CRF gagnerait à réseauter avec vous, surtout quand ses efforts pour se conformer aux normes et recommandations du GAFI? Frédéric, Jules. Alors, je vais peut-être répondre plutôt sur la partie solution. Alors, il y a différents aspects. Déjà, d'un point de vue recommandation du GAFI, donc nous, ce qu'on fait à travers nos solutions, mais aussi grâce à nos experts en réglementation qui s'occupent de la veille réglementaire, on passe au crible l'ensemble de ces réglementations, de ces recommandations, et on vient les intégrer dans la solution. Donc, que ce soit à travers justement les règles que l'on met en place, l'ensemble des processus aussi, s'assurer que les processus sont auditables, qu'ils sont adaptés au workflow finalement de nos clients, mais aussi à travers l'ensemble des listes, que ce soit de sanctions, de personnes politiquement exposées, etc. S'assurer que l'on a l'ensemble de ce panel de listes qui soit disponible, mis à jour en permanence. Et donc, du coup, aussi le fait que ce soit intégré efficacement à l'ensemble des systèmes de nos clients. Donc, c'est simplement s'assurer que l'on reste à l'écoute, justement, des différentes normes et des différentes recommandations du GAFI, mais aussi des régulateurs à travers le monde. D'un point de vue opérationnel, la recommandation du GAFI est essentielle pour les analyses effectuées, que ce soit au niveau du criblage de la base des tiers, mais aussi au niveau transactionnel. Et dans toutes les juridictions, que ce soit nationales ou européennes, tout acteur financier doit se conformer à la plupart des mesures préventives de LCBFT qui sont établies dans les recommandations du groupe d'action financière. Merci beaucoup. Une autre question de Martin. Comment atténuer réellement la tension naturelle entre front office, donc force de vente dont le brut est le développement d'un portefeuille client, et back office en charge de la conformité des opérations? Je peux répondre à ça. Alors, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. D'un côté, on a vraiment le seul et unique objectif d'aller chercher de l'utilisateur, des clients. Et de l'autre côté, on est un peu retenu par la réglementation. Donc, avec Yorin, on se tire un peu la bourre de temps en temps parce que c'est un vrai challenge en interne de gérer ça. La meilleure solution, c'est la communication. Il faut être capable de peser les risques, de savoir ce qui est obligatoire et ce qui est facultatif. Et dans tout ce qui est obligatoire pour rester conforme, on arrive toujours à trouver des solutions, à les implémenter différemment ou à faire fonctionner des schémas en interne pour nos modes opératoires qui nous permettent d'une part de répondre au sujet de la conformité des opérations et d'un autre côté de faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur les entrées en relation client et sur l'expérience aussi de l'utilisateur, mine de rien, sur l'application, parce que c'est très important. Voilà. Merci Jules. Je ne sais pas si on a d'autres questions. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Je vais clôturer ce webinaire, ce live. Merci à vous tous. Merci Frédéric, merci Jules, merci Yorin, merci Justine, Franck aussi s'il m'entend. Je vais envoyer donc une invitation pour le DAFD
qui a lieu le 12 octobre prochain chez BPI France. Donc, il y aura une thématique ouverte sur la sécurisation des directions financières avec Comply Advantage en tête d'affiche et vous retrouverez donc le guide, l'outil pratique pour les DAF, toutes les innovations technologiques au service des directions financières. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et vous avez un code promo donc écosystème 100 qui vous permet d'avoir la place gratuite en vous remerciant d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.